Quelques instants après le décollage de Londres, les deux moteurs d'un Airbus A319 de British Airways ont subitement cessé de fonctionner. Terrorisés, les passagers ont observé avec horreur alors que des fluides s'échappaient des moteurs exposés. Les pilotes ont immédiatement déclaré l'urgence et tenté de retourner à l'aéroport, mais pourraient-ils réussir à atterrir avant que le temps ne leur manque? Voici l'histoire du vol 762 de British Airways. Le matin du 24 mai 2013, à l'aéroport de Heathrow à Londres, l'équipage de British Airways se préparait pour le premier vol de la journée, un trajet de 2 heures jusqu'à Oslo, la capitale de la Norvège, à bord d'un Airbus A319 âgé de 11 ans. Sans le savoir, avant même de décoller, ils allaient faire face à une défaillance dévastatrice, un problème qui était caché à la vue de tous. Le commandant de bord de ce vol, âgé de 50 ans et ayant accumulé 12 500 heures de vol, dont la moitié sur des avions Airbus, était avec British Airways depuis le début de sa carrière. Il avait commencé comme apprenti en ingénierie, puis avait été formé comme pilote sur les modèles Boeing 737 et 757, avant d'être promu commandant de bord en 2002, pilotant alors la famille d'avions Airbus A320. Le premier officier, âgé de 33 ans et totalisant un peu plus de 5000 heures de vol, dont 4000 sur la famille A320, était dans la compagnie depuis 6 ans. Avant l'embarquement des passagers, les pilotes avaient vérifié la technologie de l'avion pour identifier d'éventuels problèmes de maintenance en attente. Ce jour-là, ils n'ont rien trouvé de substantiel. Cependant, avant chaque vol, l'un des pilotes doit effectuer une inspection visuelle extérieure de l'avion, appelée walk-around. Ce matin-là, c'était la responsabilité du premier officier. En enfilant son gilet haute visibilité et en descendant sur la piste, il ne se rendait pas compte qu'un problème criant l'attendait. Pendant que le premier officier effectuait le walk-around, le commandant de bord commençait à préparer le cockpit pour le vol vers Oslo. Il a programmé la route du vol dans le système de gestion de vol de l'avion et calculé les données de performance pour le décollage. Techniquement parlant, cet avion représentait une avancée majeure par rapport aux avions qu'il avait précédemment pilotés pour British Airways. La caractéristique la plus distinctive de l'Airbus A319 était son système de commande de vol fly-by-wire, qui permettait aux pilotes de contrôler l'avion par des signaux électriques au lieu de câbles et poulies. Bien que cette technologie améliore la sécurité, elle avait été partiellement mise en cause dans des accidents passés, y compris le désastre du vol 447 d'Air France de Rio à Paris en 2009. Récemment, aussi bien Airbus que Air France ont été absoutes de toute responsabilité dans l'accident du vol 447. À 7h55 ce matin-là, les 75 passagers embarquèrent à bord de l'avion, qui était chargé de 7600 kg de carburant. Le premier officier avait complété la vérification extérieure et tout semblait être en ordre. À l'heure prévue, le vol 762 fut poussé hors de la porte du terminal 5 d'Heathrow. Personne ne le savait encore, mais le temps pressait. Les pilotes avaient manqué leur dernière chance d'identifier le problème sur l'avion. Ils commencèrent à rouler vers la piste 27 litres d'Heathrow. Leur vol de 2 heures vers Oslo toucherait à sa fin dans quelques minutes. À l'extérieur, le décollage du vol fut autorisé. Le premier officier aligna l'avion avec la piste et démarra les moteurs. En quelques secondes, les passagers assis près des fenêtres furent confrontés à une vision terrifiante. Les portes de couverture des moteurs s'ouvrirent et commencèrent à battre violemment dans le vent. Pourtant, dans le cockpit, tout semblait normal tandis que l'avion prenait de la vitesse. Les portes de couverture des deux moteurs furent arrachées par la puissante force de l'air, tombant sur la piste et restant en arrière. Quelques instants plus tard, le premier officier fit décoller l'avion, ignorant les dommages qui venaient de se produire. Immédiatement, les passagers commencèrent à appeler les membres d'équipage, alarmés par ce qu'ils venaient de voir. Le panique s'installa lorsque l'avion rugit vers le ciel, ses moteurs semblant se désintégrer. Les pilotes d'un autre appareil, qui se préparait à décoller, alertèrent la tour de contrôle de la situation alarmante. La piste était désormais jonchée de débris métalliques du vol qui venait de partir. Les pilotes du vol 762 entendirent la communication radio, première indication qu'il y avait un sérieux problème à bord. Pendant ce temps, les membres d'équipage essayaient désespérément de contacter les pilotes par interphone pour rassurer les passagers effrayés. Cependant, dans le cockpit, les pilotes étaient trop occupés pour répondre, concentrés sur l'élévation de l'appareil à une altitude sécuritaire. Au-delà de 1100 pieds, le premier officier activa le pilote automatique, mais celui-ci se déconnecta immédiatement,
le forçant à contrôler manuellement les moteurs, une tâche qu'il n'avait jamais effectuée sur la 319, sauf en simulateur. Ce désagrément indiquait des problèmes plus profonds avec l'appareil. Pendant que le premier officier pilotait l'avion, le capitaine surveillait attentivement les instruments du moteur. Bien qu'ils semblaient fonctionner normalement, les pilotes poursuivirent leur montée jusqu'à 6000 pieds, l'altitude spécifiée pour leur trajectoire de départ. Cependant, peu après, survolant les banlieues de Londres, les pilotes furent choqués par une secousse, la première d'une série lors de ce court-vol. Le premier officier vit une série de messages apparaître sur l'ECAM, l'écran central du cockpit. Le premier message indiquait que les ordinateurs de bord ne pouvaient plus calculer la poussée des moteurs de manière habituelle et devaient passer à un mode plus rudimentaire. Le capitaine ignorait que cela était dû à des capteurs endommagés lors de l'arrachage-viol des panneaux moteurs. Il suivit les instructions de l'ordinateur en changeant les moteurs en mode N1. Des spectateurs choqués au sol regardaient l'avion endommagé manœuvrer au-dessus d'eux. Ironiquement, ils avaient une meilleure vue de ce qui arrivait à l'avion que les pilotes eux-mêmes. À chaque seconde dans les airs, les moteurs étaient exposés à des conditions hostiles à plus de 450 km/h. Des conduites vitales dans les moteurs avaient été endommagées lorsque les panneaux s'étaient détachés pendant le décollage. En quelques minutes, ces dommages causeraient des ravages dans les systèmes de l'avion. À l'intérieur de la cabine, les passagers étaient terrifiés, ne comprenant pas ce qui avait pu causer autant de dommages aux moteurs pendant le décollage et pourquoi les pilotes ne les informaient pas de la situation. L'hôtesse en chef se précipita vers la fenêtre près de la sortie de secours du côté droit de l'avion. À son horreur, elle vit les conduites exposées à l'intérieur du moteur, une vue qu'elle n'avait jamais vue de toute sa carrière. Dans le cockpit, les ordinateurs de l'avion ont émis l'avertissement le plus sérieux jusqu'alors. L'un des 3 systèmes hydrauliques de l'appareil, connu sous le nom de système jaune, était complètement à sec. Sans cette source cruciale d'énergie hydraulique, les pilotes avaient perdu la capacité d'utiliser certains spoilers d'ailes, le revers de poussée du moteur droit, et l'opération des volets était significativement ralentie. Certains contrôles de vol avaient également perdu une partie de leur redondance intégrée. Face à la gravité de la situation, il était impossible de prévoir à quel point la situation pourrait empirer. Les pilotes ont compris qu'ils devaient retourner immédiatement à l'aéroport pour éviter que les 2 autres systèmes hydrauliques ne soient compromis par le même problème. Le capitaine a dû isoler ces systèmes des dommages en désactivant l'unité de transfert de puissance, PTU, sur le panneau suspendu. Pour le moment, les autres systèmes hydrauliques semblaient sécurisés, maintenant une pression normale de 3000 psi. Maintenant, avec l'avion un peu plus stable et à une altitude de 6000 pieds, les pilotes ont eu l'occasion de revoir leur situation. L'adrénaline était à son comble, mais ils devaient être méthodiques. Ils ont évalué l'état de l'avion et identifié ce qui ne fonctionnait pas. Le premier officier a regardé par la fenêtre vers l'aile droite et a constaté des dommages sur une partie du bord d'attaque. Le problème semblait être plus grave que celui des moteurs seuls. Le capitaine a contacté le contrôle aérien par radio pour signaler un problème moteur et la perte d'un système hydraulique, demandant des vecteurs radars pour retourner à l'aéroport. La piste de décollage avait été fermée en raison de débris dispersés, ne laissant que la piste parallèle, la 27R. Cependant, sans que les pilotes en aient connaissance, un autre problème commençait à se manifester. Du carburant commençait à fuir du moteur droit à un taux alarmant de plus de 120 kg par minute. Maintenant, plusieurs problèmes critiques étaient en jeu et les pilotes n'en étaient pas encore conscients. L'hôtesse de l'air Senior tenta à nouveau de contacter le cockpit par l'interphone. Cette fois, le capitaine répondit. Elle rapporta que le haut du moteur droit semblait avoir été ouvert. Le capitaine ne demanda pas plus de détails. Il était clair qu'il devait retourner à Heathrow le plus rapidement possible. Il instruisit l'hôtesse de l'air d'informer les passagers et promit de leur donner un briefing dès qu'il aurait terminé les listes de vérification nécessaires. La formation des pilotes passa maintenant à une vitesse supérieure et ils commencèrent à appliquer l'approche de prise de décision assistée de British Airways, connue sous le nom de TDODAR, temps, diagnostiquer, option, décider, affecter, réviser. En utilisant cette méthode systématique, les pilotes minimiseraient les risques de laisser passer quelque chose d'important sur leur avion sérieusement endommagé. Mais alors qu'ils travaillaient à travers le TDODAR, le système ECAM émit son avertissement le plus grave à ce jour. Il y avait un déséquilibre de carburant énorme entre les réservoirs d'aile droite et ceux d'aile gauche. Les réservoirs d'aile droite avaient 1500 kg de moins que ceux d'aile gauche,
et cet écart augmentait rapidement. Immédiatement, le premier officier identifia cela comme une possible fuite de carburant. Le temps dont disposaient les pilotes pour évaluer leur situation auparavant devint beaucoup plus court. Le capitaine contacta le contrôle de trafic aérien, demandant un retour immédiat à la piste 27 à Heathrow, alertant le contrôleur sur la fuite de carburant et informant qu'il leur restait 5 tonnes de carburant. Bien que 5 tonnes semblent beaucoup, avec les fuites à la vitesse à laquelle elles se produisaient, il ne faudrait pas longtemps avant que le moteur droit ne tombe en panne. Le capitaine fit une annonce aux passagers, indiquant qu'un des capots du moteur s'était détaché et qu'il allait retourner à Heathrow. Il fit également revenir la commissaire de bord senior dans le cockpit. 2 membres d'équipage entrèrent dans le cockpit, et le capitaine leur expliqua ce à quoi s'attendre. L'avion atterrirait dans 6 minutes et s'arrêterait sur la piste pour être inspecté. Il mentionna également la possibilité d'un incendie et la nécessité de se préparer à une évacuation sur la piste. Les membres d'équipage retournèrent en cabine et commencèrent à préparer les passagers pour un atterrissage d'urgence. Dans le cockpit, la situation empirait. Pendant que le capitaine informait les membres d'équipage, le premier officier surveillait attentivement les niveaux de carburant. Il calcula qu'au cours des 2 minutes et 20 secondes précédents, plus de 100 kg de carburant avaient fui du réservoir d'aile droite. Les pilotes ont passé en revue les calculs. Ils étaient maintenant à 26 000 marins de l'atterrissage avec 4 200 kg de carburant restant, dont 1 100 dans le réservoir de l'aile droite. Pour les pilotes, ces chiffres à l'écran étaient alarmants, mais les passagers assis du côté droit de l'avion pouvaient clairement voir le carburant jaillir du moteur droit à un rythme inquiétant. Les pilotes ont informé le contrôle du trafic aérien qu'il était possible que le moteur droit tombe en panne de carburant avant l'atterrissage. Avec cette possibilité à l'esprit, ils ont effectué un nouveau briefing pour l'approche et l'atterrissage à Heathrow. Pendant que le capitaine se préparait pour l'approche, le premier officier devenait de plus en plus préoccupé par la fuite de carburant du moteur droit. Le manuel de référence rapide du pilote, QRH, stipulait qu'à la situation actuelle, le moteur droit devait être coupé. Il était sérieusement endommagé et avec la grande fuite de carburant, il y avait un risque imminent d'incendie à tout moment. En plus de tous les autres problèmes auxquels ils étaient confrontés à bord, un incendie dans un moteur alimenté par des centaines de kilos de carburant par minute était une perspective terrifiante. Les agents de bord sont retournés en cabine et ont commencé à préparer les passagers pour un atterrissage d'urgence. Dans le cockpit, la situation s'aggravait. Pendant que le capitaine informait les agents de bord, le premier officier surveillait attentivement les niveaux de carburant. Il a calculé que, au cours des 2 minutes et 20 secondes écoulées, plus de 100 kg de carburant avaient fui du réservoir de l'aile droite. Les pilotes ont effectué les calculs. Ils se trouvaient désormais à 26 000 nautiques de l'atterrissage avec 4 200 kg de carburant restant, dont 1 100 étaient dans le réservoir de l'aile droite. Pour les pilotes, ces chiffres à l'écran étaient alarmants, mais les passagers assis du côté droit de l'avion pouvaient clairement voir le carburant jaillir du moteur droit à un rythme inquiétant. Les pilotes ont informé le contrôle du trafic aérien qu'il était possible que le moteur droit se retrouve à court de carburant avant l'atterrissage. Avec cette possibilité en tête, ils ont organisé un nouveau briefing pour l'approche et l'atterrissage à Heathrow. Pendant que le capitaine continuait de se préparer pour l'approche, le premier officier devenait de plus en plus préoccupé par la fuite de carburant du moteur droit. Le manuel de référence rapide du pilote, QRH, stipulait qu'à la situation actuelle, le moteur droit devait être coupé. Il était gravement endommagé, et avec la grande fuite de carburant, il y avait un risque imminent d'incendie à tout moment. En plus de tous les autres problèmes auxquels il faisait face à bord, un incendie dans un moteur alimenté par des centaines de kilos de carburant par minute était une perspective terrifiante. Le capitaine a décidé de suivre la procédure recommandée et a ordonné l'extinction du moteur droit. Cela réduirait le risque d'incendie, mais signifiait également que l'avion fonctionnerait désormais avec seulement un moteur, augmentant ainsi la complexité de l'atterrissage d'urgence. Pendant ce temps, en cabine, les agents de bord ont finalisé les préparatifs avec les passagers, les informant des procédures de sécurité et de la meilleure façon de se positionner pour l'impact. L'ambiance était tendue, mais l'équipage est resté calme, conscient que leur efficacité et leur sang-froid étaient cruciaux pour la sécurité de tous à bord. À mesure que l'avion approchait de Heathrow, les pilotes se concentraient sur un atterrissage sûr, sachant que chaque seconde comptait et que la marge d'erreur était pratiquement inexistante. Le premier officier a exprimé ses préoccupations au capitaine, se demandant s'il fallait éteindre le moteur avant le début d'un incendie.
Cependant, le capitaine n'était pas d'accord, arguant que les deux moteurs étaient endommagés et que si lui-même éteignait le moteur droit, alors que le moteur gauche tombait en panne peu après, la situation serait catastrophique. Avec les deux moteurs hors service au-dessus de la zone centrale de Londres, il n'y aurait pas beaucoup d'endroits sûrs pour atterrir un avion de la taille d'un A319. Le capitaine a jugé que le risque d'éteindre le moteur droit était moindre que celui d'un incendie imminent, et en tant que commandant de bord, il avait le droit de déroger aux procédures opérationnelles standards s'il estimait que c'était l'option la plus sûre. Ce fut une décision difficile, mais pour l'instant, l'équipage avait encore deux moteurs en fonctionnement. Les pilotes ont continué à aligner l'avion pour une approche étendue de la piste 27R. Le contrôle aérien de Heathrow leur a donné l'autorisation d'atterrir et a informé que les services d'urgence attendraient sur la piste. Déterminés à faire atterrir l'avion le plus rapidement possible, les pilotes ont ralenti l'avion et sorti les volets. Cependant, à ce moment-là, un bruit fort a secoué l'avion, qui a viré brusquement à droite. Le capitaine a regardé les instruments du moteur, qui montraient que le moteur droit perdait rapidement de la puissance. Ce moteur avait rempli son but et représentait maintenant seulement une menace pour la sécurité de l'avion. Le capitaine a annoncé qu'il allait couper le moteur droit. Il a tiré la manette de poussée au ralenti et coupé l'alimentation en carburant. Ensuite, il a appuyé sur le bouton d'incendie pour le moteur 2 sur le panneau suspendu et a déchargé l'un des deux extincteurs intégrés du moteur. En pleine urgence, il a déclaré un mayday au contrôle aérien, indiquant qu'il tenterait d'atterrir mais pourrait avoir besoin de faire un tour sous une pression énorme. Pendant ce temps, le premier officier restait concentré sur les passagers, qui étaient anxieux et pouvaient voir les flammes provenant du moteur endommagé à travers le hublot du cockpit. L'alarme incendie continuait de retentir, augmentant la tension dans la cabine. Le capitaine attendait avec impatience que l'incendie soit éteint, mais le moment critique n'était pas encore arrivé. Il a fait un dernier effort pour éteindre les flammes, en déchargeant la deuxième bouteille d'extincteur sur le moteur. Avec seulement 2 bouteilles disponibles, il n'y avait pas de marge pour une deuxième tentative d'atterrissage. Il devait réussir à atterrir lors de cette tentative. Le premier officier, maintenant aux commandes manuelles, ressentait une énorme pression sur ses épaules, avec 78 vies dépendant de ses compétences. Pendant ce temps, le capitaine prenait le contrôle des leviers de pression pour ajuster la vitesse de l'avion, en la maintenant dans des limites sécuritaires. Il surveillait périodiquement la vitesse afin de permettre au premier officier de se concentrer sur l'approche de la piste, sans avoir besoin de vérifier constamment les instruments dans la cabine. Les passagers, ignorants de l'issue, se rapprochaient maintenant du sol, impatients de voir l'aéroport apparaître en dessous d'eux. Des camions de pompiers et des ambulances avaient été dépêchés sur la piste, prêts à gérer l'atterrissage d'urgence d'un avion. Lorsque l'avion s'approcha à 500 pieds au-dessus du sol, le capitaine prit le contrôle du premier officier et lui demanda d'ajuster les manettes de poussée pour contrôler la vitesse de descente. Concentrés sur l'atterrissage imminent, les deux pilotes faisaient face à un défi crucial. Le capitaine avait accumulé plus de 2000 heures de vol sur l'Airbus, une expérience qui pourrait faire toute la différence dans cette situation. Finalement, l'avion toucha la piste. Le capitaine actionna les freins, mais l'un des pneus éclata sous l'impact. Seulement 6 des 10 spoilers de l'aile furent déployés en raison d'une défaillance du système hydraulique, mais l'avion commença à ralentir progressivement. En virant l'avion vers la droite, le capitaine plaça le moteur en feu de manière à minimiser l'impact du vent sur la cabine des passagers. Les pompiers s'approchèrent rapidement de l'avion pour évaluer la situation. Avec le moteur droit encore en feu, le capitaine consulta le chef des pompiers sur la nécessité d'une évacuation. Celui-ci recommanda que les passagers soient évacués par le côté gauche pour éviter le moteur endommagé. Le capitaine donna l'ordre, et en moins de 2 minutes, tous les passagers furent évacués en toute sécurité. Malgré l'incident, tous à bord étaient indemnes. Cependant, le mystère demeurait sur la manière dont un avion aussi avancé, opéré par l'une des compagnies aériennes les plus sûres, avait subi une défaillance aussi grave. La réponse, étonnamment simple, avait été découverte la veille au soir. Alors que l'avion était stationné à la porte, des techniciens effectuaient des travaux de maintenance de routine sur les moteurs. Pendant ces travaux, ils avaient remarqué qu'il leur manquait un outil essentiel. Ils avaient quitté l'avion pour aller le chercher, laissant les portes du ventilateur du moteur ouvertes. Lorsqu'ils étaient revenus avec l'outil correct, ils avaient accidentellement pris l'avion voisin qui était également stationné à proximité.
Ils avaient erronément supposé qu'un autre technicien avait terminé le travail pendant leur absence. L'enquête ultérieure révéla que ce type d'erreur n'était pas rare. En fait, des incidents similaires s'étaient déjà produits auparavant. L'erreur cruciale avait eu lieu le matin du vol, lorsque ni le premier officier ni l'équipe au sol n'avaient remarqué que les portes du ventilateur étaient restées déverrouillées lors de l'inspection externe de l'avion. Par pure coïncidence, quelques minutes seulement avant que l'avion soit poussé en arrière de la porte, un membre de l'équipe a pris des photos de l'aéronef à des fins de formation. Les images montraient clairement que les portes du ventilateur étaient déverrouillées et légèrement entr'ouvertes pour éviter des incidents similaires à l'avenir. En conséquence de ces événements, Airbus a révisé ses procédures d'inspection pré-vol. Désormais, les pilotes sont tenus de vérifier personnellement les deux côtés du moteur pour s'assurer que les portes du ventilateur sont correctement fermées. British Airways a mis en place une formation supplémentaire pour l'inspection externe par les pilotes et a introduit des améliorations visuelles pour faciliter la détection des portes non verrouillées, y compris des drapeaux lumineux et de la peinture fluorescente sur les verrous. Les passagers du vol 762 ont eu la chance que ces leçons aient été apprises sans perte de vie. Nous bénéficions tous des améliorations qui en ont résulté, rendant l'aviation plus sûre qu'elle ne l'était même en 2013.